Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. On est très content d'être de nouveau à la bibliothèque pour la deuxième fois en moins de 24 heures. On va prendre nos habitudes, il faut vous méfier de nous. On a un côté un peu envahissant. Ce débat a lieu dans le cadre des célébrations de la Semaine de l'Amérique latine en France et aussi du 10e anniversaire de notre Observatoire politique de l'Amérique latine et Caraïbes, OPALC. Et pour cette discussion, on est très, très content d'accueillir María Fernanda González, qui a fait son doctorat pas très loin d'ici, et qui va nous présenter un travail, un livre, qui s'appelle El Poder de la Palabra, qui est une étude sur les discours, une analyse de discours, qui je trouvais particulièrement intéressante parce que, d'une part, il y a une vraie méthode qui emprunte assez largement à la lexicométrie, et parce que c'est une série d'études de cas qui ne portent pas seulement sur des dirigeants politiques qu'on s'attendrait à voir dans ce genre de livre. El Poder de la Palabra, quand on connaît l'Amérique latine, on a envie de parler de Chavez, bien sûr. On pense tout de suite à Uribe aussi. On pense à un certain nombre de ces grands politiques qui ont le verbe haut. Mais non, il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres, comme Santos, qui sont moins connus pour leur qualité d'orateur, où il y a les FARC aussi. Et c'est donc ça qui est très particulièrement intéressant, parce que c'est une autre vision de la politique en Amérique latine, c'est une autre vision de la politique en Colombie, plus particulièrement. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir à travers l'analyse qu'elle nous propose comment on peut discuter finalement des thèmes qu'on discute aujourd'hui en Colombie, c'est-à-dire le post-conflit, évidemment, le conflit et le post-conflit, et le processus de paix, mais de faire à partir d'une vision qui est quand même assez différente et assez inhabituelle pour nous, parce qu'on nous fait essentiellement de la science politique ici, on n'a pas l'habitude d'utiliser ces méthodes-là pour analyser les discours et pour analyser le processus de paix, donc c'est particulièrement original, et je remercie María Fernanda d'être ici, et cette présentation a lieu aussi avec le support de l'ambassade de Colombie en France, donc je remercie monsieur l'ambassadeur qui est avec nous. Et donc je vais te donner la palabra, la parole, pour autant de temps que tu veux, parce qu'en fait on a 2 heures, donc on peut évidemment espérer avoir une bonne discussion, donc on peut te dire de parler autant que tu veux, mais de ne pas utiliser les 2 heures non plus, parce qu'on serait frustré, et on va sûrement avoir beaucoup de choses à discuter avec toi. Donc bienvenue ici à Sciences Po, à la bibliothèque, et tu as la parole pour nous faire ta présentation. Un grand merci Olivier, merci aussi aux personnes qui sont présentes ici. Je remercie aussi la présence de l'ambassadeur. Je suis très contente de pouvoir partager avec vous un travail qui a été, disons, entrepris depuis il y a quelques années, parce que c'est la revue Semana, que peut-être entre vous, vous la connaissez. Son directeur, qui a ouvert une maison, disons, une toute petite maison d'édition, m'a demandé de regrouper un peu tous mes travaux. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé, ou nous avons décidé, de publier ce livre, El Poder de la Palabra, qui, dans une première partie, présente donc l'analyse des discours de Hugo Chavez et de Álvaro Uribe, et qui a été auparavant publié en 2012 avec la maison d'édition Harmattan. Et donc vous le trouvez aussi en bibliothèque, et avec le préface aujourd'hui, le préface de Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui ministre de l'Éducation, donc il prend de la valeur, ce livre. Non, et donc ça a été un premier travail, et j'ai continué donc à suivre les analyses du discours politique, dont moi j'ai terminé une thèse en 2006 en analysant le discours des guérillas colombiennes. Et donc, depuis, disons, la terminaison de ma thèse en 2006, je continue à faire la recherche dans ce domaine. Donc, ce livre aussi, c'est un peu un exercice en français et en espagnol, parce que ce livre a été après publié en espagnol, la première partie. Et maintenant, j'espère bien, pour ceux qui lisent que le français, mais je suppose qu'ici beaucoup de personnes parlent les 2 langues,
avec l'édition L'Harmattan, nous allons publier donc la deuxième partie, Santos et les FARC. Donc je voudrais ne pas, disons, raconter bien sûr le livre, mais présenter les principales, disons, thématiques qui sont présentes et pourquoi, quelle est l'idée d'étudier les mots d'un locuteur, de comprendre l'univers de ces personnages. D'abord, je disais dans l'introduction que comparer 4 acteurs si différents est presque une hérésie, parce que c'est comparer le discours d'un révolutionnaire du XXIe siècle, Hugo Chávez, le discours d'un homme de droite qui est vu en Colombie comme un messie parce qu'il a fait face à la guérilla plus redoutée dans laquelle nous avons eu un conflit de 50 ans, avec un homme qui provient de l'oligarchie colombienne qui a signé la paix, et à une organisation politico-militaire qui, dans son discours, revendique la lutte des classes. Donc, on le voit bien, chacun représente un monde très différent, mais ils ont tous une même arme, c'est le verbe. Et donc, c'est là, à partir de cette arme, que nous allons essayer d'entrer dans la tête de ces locuteurs, essayer de regarder les pensées et à partir de leurs pensées, essayer de comprendre comment se développe ce discours, comment il se transforme. Nous allons voir qu'une des grandes critiques au gouvernement actuel, au président, c'est celui de la trahison. Donc on va voir comment il y a une construction de ce discours et que, évidemment, la politique n'est pas statique, il y a un changement. On peut dire d'une manière très générale que Chavez a séduit la population avec le discours de la rébellion et il a entrepris une révolution pendant 10 ans. Uribe, il s'est constitué, parmi vous, si vous connaissez un peu l'histoire colombienne, et s'est constitué comme El Gran Colombiano, et avec un langage très familier, un langage très proche de la population, mais aussi avec le langage guerrier, donc de lutte contre la guérilla. Santos, dans son cas, il est arrivé au pouvoir, oui, avec le costume de l'uribisme, et une fois au palais présidentiel, il a commencé à, je dis dans le livre que ce costume qui lui était un peu trop petit commence à se désintégrer et sort le véritable Santos, le véritable Santos qu'on va décrire tout au long du chapitre. Donc, la véritable essence, en réalité, c'est celui de la paix. Finalement, les FARC, donc la guérilla plus redoutée, elle travaille un discours des luttes des classes. Je présente, comme dans mes cours en Colombie, ce travail du discours politique est présent, comme le montre Michel Foucault dans un livre, un tout petit livre qui s'appelle L'ordre du discours. Michel Foucault nous dit que le discours, c'est un terrain de lutte, et on le voit avec des victoires, mais aussi avec des blessures, avec des dominations, mais surtout dans le cadre de l'enjeu du pouvoir. Donc, on va voir comment les mots utilisés par les locuteurs présentent l'histoire des personnages, mais aussi leurs défis, aussi leurs convictions et aussi l'obsession. Et ça, je pense que c'est l'essentiel de mon travail, de voir comment ce discours qui est si critiqué, méprisé et vilipendé de nos jours par rapport aux hommes politiques peut être lu d'une autre manière, et je pense pas peut-être, mais doit être lu d'une autre manière. Et ça, je pense que c'est l'élément central du travail. Alors, nous avons étudié le discours avec une méthode, comme on le disait Olivier, une méthode de l'analyse l'analyse du discours de l'école française qui utilise des logiciels. À la fin des années 70, un groupe de chercheurs a développé des logiciels qui permettaient de regarder des grands corpus
et de rentrer tous ces corpus dans un programme de statistiques textuelles qui nous permet de voir l'évolution du discours, de trouver par exemple un mot particulièrement important à un moment donné, chronologiquement, aussi de voir par exemple la comparaison de deux hommes politiques et de voir quels sont les éloignements ou les similitudes vis-à-vis de leur vocabulaire. Quel est, disons, l'essentiel de cette méthode et d'une certaine manière de refroidir l'analyse. Ça, je trouve que c'est très important. Les discours qui se présentent au chaud dans une campagne présidentielle, comme on l'a vu la dernière campagne en France, ici, ils sont étudiés, ils sont refroidis avec l'ordinateur. Et donc, à partir des questions que le chercheur pose au logiciel, on commence à trouver une analyse plus fine qui va nous permettre de trouver des conclusions, disons, on ne va pas dire que plus intéressantes que l'analyse traditionnelle, mais des conclusions que peut-être à l'analyse traditionnelle, on n'aurait pas vues. Pourquoi ? Parce que ici, nous avons non seulement une lecture qualitative, donc de lire tous les discours, mais étant donné que l'objectif est de lire ou d'étudier des ensembles très importants de corpus de textes, à la lecture qualitative est quand même assez difficile. Lorsque vous lisez 20 textes, vous pouvez faire un tableau et dire plus ou moins quel est le vocabulaire. Mais lorsque vous avez 1000 pages, c'est très compliqué. Donc la statistique textuelle fait exactement ça, des tableaux pour pouvoir mesurer l'évolution. La première partie dans laquelle je ne vais pas rentrer, Chavez-Uribe, elle présente en réalité un débat qui, on pourrait dire que c'est un débat vieux comme le monde, parce que c'est la grande quête, la recherche du meilleur modèle. Donc cette nouvelle gauche qui s'est installée en Amérique latine à partir de 1999 avec Hugo Chavez voulait chercher et entreprendre, disons, un nouveau modèle économique et social. Et donc, dans cette première partie, nous présentons ce grand débat. Et c'est un débat très actuel aussi, de nos jours, à partir de 2007, avec la crise économique, que nous allons aussi le trouver dans le chapitre des FARC. On le trouve d'ailleurs pour le chapitre des FARC, on va voir. C'est un discours qui, dans une certaine mesure, le travaille aussi Podemos ou Syriza en Grèce. Donc c'est cette quête pour un modèle plus juste et dans lequel on puisse éliminer ou diminuer l'écart entre riches et pauvres, qu'il n'y ait pas la précarité des jeunes. Bref, c'est ce débat qui s'installe, qui est présent dans la première partie du livre et qui va être aussi présent dans la deuxième partie, en particulier sur le discours des FARC. Donc là, je voudrais commencer avec les quelques caractéristiques de notre président colombien. Aujourd'hui, le président est critiqué, vilipendé. Aujourd'hui, le président a été, disons, qualifié par l'opposition, une opposition brutale, d'avoir rendu le pays aux FARC, donc, à partir de cette négociation. D'ailleurs, il a été, avec les fake news qui sont très prépondérantes de nos jours, on a dit que le président Santos était un des commandants qui s'appelle Santiago. Même, donc, qui est vraiment Juan Manuel Santos? Comment, à partir du discours, on peut comprendre cet homme politique qui, une fois est arrivé au pouvoir, a présenté sa véritable essence. Donc, nous avons constitué, pour pouvoir l'étudier, un corpus à partir de son passage au ministère de la Défense. Et donc, on voit un peu toute l'évolution. Alors oui, en tant que ministre de la Défense, il avait le discours de la guerre, bien sûr, mais aussi un discours, on peut le dire, avec les troupes, de modernisation des troupes, en particulier avec le thème des droits de l'homme.
Et oui, nous avons un vocabulaire qui est présent aussi dans l'uribisme. Ce discours, par exemple, et je le cite, un discours en particulier du président Santos aux États-Unis, dans le Conseil des Amériques, qui critique cette nouvelle gauche qui s'installe en Amérique latine. Et c'est très important comment il dit que le nouveau président, ça c'est en 2008, va faire face à une Amérique latine que d'une part est une Amérique latine qui est là de la croissance, mais d'autre part, c'est une Amérique latine qui est à la recherche d'un modèle vieux, disons le communisme, et qui a un nouvel spectre dans la région, qui n'a pas le muscle, disons, marxiste, idéologique, et donc il fait la critique de Hugo Chavez sans le nommer. Donc ça, c'est le Santos du discours, disons, du discours de la guerre. Mais c'est déjà important de voir, à partir des analyses, qu'il y a l'élément de la paix. En particulier avec un discours avec les entrepreneurs qu'il a réalisé à Carthagène, dans lequel il demande déjà aux entrepreneurs de pouvoir participer à la paix pour pouvoir financer cette paix ou ce processus de paix. Et donc, il demande aux entrepreneurs de prendre sa part. Le discours de candidat en 2010, on voit bien avec l'évolution des textes que Juan Manuel Santos a compris clairement qu'il devait continuer avec le costume uribiste jusqu'à l'arrivée au Palacio de Nariño. Parce que 2 semaines juste avant le premier tour, on voit comment il n'a pas une bonne position dans les sondages, et donc là, il recourt d'une certaine manière à dire que c'est le projet de Álvaro Uribe. Ceci dit, avec l'analyse, nous voyons aussi que si bien il a le costume et que le chemin serait tortueux s'il ne continue avec ce costume uribiste, si on voit ces documents et en particulier le programme politique, on se rend compte qu'un des thèmes centraux de son programme politique est celui de la paix, de terminer le conflit en 2014. Donc, c'est une conclusion intéressante pour la présenter, disons, aux Colombiens, que en réalité Santos avait cette veste uribiste, mais le cœur était santiste. Uribe considérait qu'il n'y avait pas de conflit en Colombie. Santos, il parle d'un conflit armé et sa terminaison en 2014. Il est critiqué par cette trahison. Et moi, je reviens avec une phrase célèbre de Clemenceau qui dit que seulement les hommes absurdes ne changent pas d'opinion. On voit, par exemple, si on lit l'histoire de Churchill, on voit que Churchill a changé plusieurs fois de parti politique. Mais on voit aussi, par exemple, François Mitterrand, qui est arrivé en 81 avec les communistes et avec un programme socialiste, et comment en 83, ce programme a été changé. Plus récemment, Edgar Morin, dans un entretien avec Le Monde en parlant du président Macron, disait que peut-être, en parlant de Macron, une fois le président Macron une fois président, peut-être qu'il changerait. Et il rappelle deux personnages qui ont aussi changé. Et j'ai trouvé intéressant, c'est l'ancien roi de l'Espagne, Juan Carlos, qui a été couvé, il le dit comme ça, il a été couvé par Franco. Une fois Franco est mort, Juan Carlos a installé la démocratie en Espagne. Et l'autre, c'est Gorbatchev, il le dit comme le pur produit stalinien qui lui-même a détruit le système aussi. Donc, il y a, et avec le texte, nous voyons qu'il y a plein d'exemples qui nous montrent une évolution dans le discours et on ne peut pas, disons, penser la politique comme une chose statique.
Alors maintenant, je rentre un peu dans le monde du santisme. Et quand je faisais le travail, je voyais que, ou je pensais que le président Santos était quand même assez révolutionnaire. Nous sortons, les Colombiens, entre 2002 et 2010, d'un discours de droite, un discours de la guerre, mais un discours très familier avec Álvaro Uribe, dans lequel les références sont le peuple, la patrie et la terre. Et nous rentrons dans un monde totalement différent, dans lequel les mots drapeaux ou les référents vont être l'excellence, la diplomatie et le pragmatisme. Donc, l'excellence, Uribe parle des poètes d'Antioquia, de la région. Santos, il parle de François-Marie Arouet, plus connu comme Voltaire, Churchill, Roosevelt. Ce sont des références très éloignées de la réalité colombienne. Il a fait la récomposition, le rétablissement avec les pays dits de gauche. Donc, il y a vraiment un changement énorme. Le pragmatisme, non seulement avec l'appui de Venezuela, c'est une vérité et une réalité. Le processus de paix n'aurait pas eu un final si, disons, important sans le Venezuela. Et Santos le sait. Et il va s'appuyer avec le Venezuela pour pouvoir accomplir son but, son ambition, l'idée de trouver la paix en Colombie. L'excellence, le mode d'emploi. Comment Santos gouverne? Il gouverne à partir de la création de groupes d'experts. Groupe d'experts pour une réforme fiscale, groupe d'experts pour le chikungunya, groupe d'experts par exemple avec la mission rurale, cette mission qui nous a aidés à étudier la réalité du secteur rural, un secteur dans lequel le retard est de 80 ans, ou groupe d'experts aussi pour étudier les origines du conflit. Donc il y a une rupture entre le gouvernement Uribe, ou la première partie de notre livre, l'uribisme, et le santisme. Il y a dans mon livre une analyse, une critique qui n'est pas, disons, je trouve, j'essaie de faire la critique aussi au gouvernement pour ne pas seulement présenter les points positifs, mais quand même c'est assez difficile, étant donné que Santos n'a pas terminé son mandat, et donc c'est aussi difficile d'évaluer. Donc l'objectif du livre est plutôt de déconstruire, disons, sa pensée et de voir comment elle se présente historiquement. Bon, avec les FARC, nous arrivons à un chapitre totalement différent. Si dans le premier chapitre, on lisait Roosevelt, Churchill et des grands hommes, là, nous trouvons la biographie de Lénine à partir, par exemple, le commandant Catatumbo, il lit tous les matins, à partir de 3 heures du matin dans la jungle, avec les troupes, la biographie. Et donc là, nous allons trouver un discours dogmatique. Et pour moi, cela a été quand même une surprise, parce qu'en 2006, lorsque j'ai fait ma thèse à la Sorbonne, j'avais fait une analyse des FARC depuis sa constitution en 1964 jusqu'à Uribe. Et une de mes conclusions, toujours avec les méthodes textuelles, d'analyse textuelle, c'était qu'il n'y avait pas vraiment un discours dogmatique. Et là, avec ce corpus, nous trouvons un discours très dogmatique, surtout tout ce qui sort du Parti communiste clandestin. Donc ça, c'est un premier élément. Une autre conclusion très intéressante, c'est de voir comment le discours des FARC a évolué. Le premier discours en 2012 de Timochenko, le commandant des FARC, c'est un discours d'un rebelle. C'est un discours qui parle des opprimés, c'est un discours très rural. Il parle de la place de l'Église. Il part avec un langage, disons, d'une autre Colombie totalement différente à la Colombie qui nous présente Santos. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de voir ces deux regards de la réalité colombienne.
Donc, ce premier discours de Timochenko, c'est un discours du rebelle, mais au fur et à mesure que les années se passent, nous trouvons un discours beaucoup plus pragmatique, non, vis-à-vis des FARC, et un discours très actuel. Une autre conclusion intéressante, c'est que nous avons divisé les discours avec les commandants qui étaient à La Havane, qui négociaient la paix, et la troupe qui était en Colombie. Les commandants qui étaient à La Havane avaient un discours pragmatique, même si, par exemple, le haut commissionnaire racontait dans ses entretiens que c'était quand même assez difficile d'établir un dialogue avec eux parce qu'ils étaient très dogmatiques. Bon, moi, je trouve qu'il y avait quand même qu'ils étaient pragmatiques. Pourquoi ? Parce qu'il avait une agenda, bien sûr, bien posée sur les principales thématiques. Et en Colombie, il y a donc ce discours très dogmatique. Aussi, l'évolution, le premier discours des FARC est un silence vis-à-vis des kidnappings, est un silence vis-à-vis le narcotrafic ou la violation des droits de l'homme. Et on voit qu'au fur et à mesure que les victimes vont aller à La Havane pour pouvoir parler avec les négociateurs, le discours va changer. Et donc là aussi, c'est très important. Un élément, je pense, central. La principale critique aujourd'hui est de dire que c'est le castrochavisme qui va s'installer en Colombie. Le castrochavisme ne veut rien dire. Et donc, comment appréhender ce discours avec cette propagande du castrochavisme? Alors là, je suis venue sur un texte très intéressant, un débat entre Marcel Gauchet, un intellectuel, un penseur de la démocratie libérale, et Alain Badiou, un homme antisystème, un ancien maoïste. Donc Marcel Gauchet et Alain Badiou font un débat sur le communisme. Et à partir de ces débats, on le présente dans le livre, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais il y a un élément très intéressant qui permet de voir, il y a, disons, deux éléments centraux du cœur du communisme. Un, ce sont les expropriations, et deux, ce sont l'appropriation collective des moyens de production. Et là, ces deux éléments ne sont pas dans le discours des FARC. Absolument pas. Donc, on pourrait dire, bien sûr, l'objectif est, à partir de la négociation de paix, de faire une ouverture du système politique colombien pour pouvoir y participer, de faire la réforme agraire, etc. Bon, on voit dans le livre les différentes thématiques. Un dernier élément, je pense, des critiques aussi, et c'est vis-à-vis, et je le présente dans le livre, le thème de l'impunité de la loi, de la Justicia Especial para la Paz. Avec la première partie, ou sous la première partie, on avait étudié le processus de paix avec les paramilitaires. Et donc, la critique vis-à-vis le processus des paramilitaires, la critique de la gauche vis-à-vis ce processus était un peu la même qu'aujourd'hui, la critique de la droite vis-à-vis un processus avec des groupes de gauche. Donc, l'impunité, pourquoi ? Parce qu'il y avait des peines très courtes, parce qu'il n'y avait pas un vrai droit à la vérité, parce qu'il n'y avait pas un vrai droit à la non-répétition, non ? Mais aujourd'hui, on nous dit que la Justicia Especial para la Paz a un élément d'impunité extrême. Aujourd'hui, le ministère de la Justice a quelques chiffres que je voudrais juste vous donner pour comprendre comment ce processus a été fait. Donc, 12 ans après, on sait qu'il y a eu 30 000 démobilisés, 30 000 paramilitaires. Seulement des 30 000, 7 000 sont venus ou se sont soumis à la justice. 7 000. Des 7 000, il y a eu seulement 45 sentences. Et des 45 sentences, il y a seulement 170 condamnations. De 30 000,
170 condamnations. Donc, cela nous permet de comprendre que ce n'est pas... Il y a plusieurs conclusions, mais une conclusion, on peut avoir une excellente loi, mais un système qui ne peut pas, qui est un système très très faible vis-à-vis de la justice. Qu'est-ce qui, et je le présente dans le livre, quel est l'objectif de cette justice, de la justice spéciale para la paz, et de travailler non pas sur le concept de la condamnation avec la prison des guerrilleros, mais de travailler une justice réparatrice. Et ça veut dire quoi, réparatrice? Avec la prison, on n'est pas sûr d'avoir le droit le droit, disons, des victimes à connaître la vérité sur ce qui s'est passé avec ses proches. Mais non plus, on n'a pas, avec la prison, on n'a pas la garantie avec les confessions. Et donc, on n'a pas le droit de la vérité et de la non-répétition. Donc, ces éléments, je trouve que sont très importants et on le présente dans le livre pour comparer les deux processus et pour voir comment se développe soit le processus ou comment a été développé le processus avec les paramilitaires et le processus actuel. Je pense que une dernière conclusion, donc le livre nous permet donc d'étudier, de voir la reconstruction du discours d'une manière apaisée et d'une manière, disons, tranquille pour pouvoir comprendre la réalité qui se vit aujourd'hui en Colombie et nous permet aussi d'avoir un regard plus analytique sur ce qui se passe aujourd'hui en Colombie vis-à-vis du gouvernement Santos et ce qui se jouera en 2018 avec les élections présidentielles. Merci. Merci Maria Fernanda. Je vais peut-être faire un petit commentaire sous forme de question aussi, avant de passer la parole au public pour qu'on engage une discussion avec toi. Moi, j'ai disons deux grandes remarques à faire ou deux types de commentaires. Il y a un premier commentaire qui serait plutôt d'ordre méthodologique pour t'inviter à peut-être préciser un petit peu ta façon de travailler et pour te demander si dans ta façon de travailler, tu contextualises d'une certaine façon les discours. C'est-à-dire, est-ce qu'au moment d'analyser les discours, avec ta méthode de lexicométrie, on tient compte du lieu, par exemple, où sont prononcés les discours? Est-ce qu'on tient compte des circonstances dans lesquelles sont prononcés les discours? Est-ce qu'on tient compte des récepteurs, c'est-à-dire à qui s'adresse le discours? Est-ce que ce sont des variables qui sont importantes pour toi quand tu fais ton travail d'analyste et est-ce que ce sont des variables qui peuvent t'amener à relativiser le sens qu'on accorde à certains discours? Est-ce qu'on accorde la même importance à tous les discours ou est-ce que certains sont plus importants que d'autres en fonction du lieu, en fonction du moment, en fonction des récepteurs? Ça, c'est une première chose. Lié à ça, d'ailleurs, peut-être que tu peux nous donner des exemples pour nous montrer comment tu travailles quand tu attribues du sens, c'est-à-dire quand tu nous dis, par exemple, que tel discours est dogmatique ou alors que tel discours est pragmatique. Comment tu t'y prends? Est-ce qu'il y a des indicateurs, est-ce qu'il y a des marqueurs sémantiques comment est-ce que tu arrives à la conclusion qu'à un moment donné, le discours des FARC était dogmatique et il est devenu pragmatique? Peut-être pour la curiosité, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cette méthodologie, ça peut être intéressant que tu nous donnes si tu peux nous citer quelques exemples, peut-être, ça peut être amusant. J'ai une autre série de curiosités, de questionnements concernant plus cette fois-ci pas la méthode, mais disons un peu le contenu. Alors là, plus des questions sur la Colombie et évidemment sur le moment actuel que vit le pays. Est-ce que grâce à ta méthode, tu te rends compte d'une évolution qui serait peut-être souhaitable dans le cadre du post-conflit et qui serait
une radicalité dans les discours qui serait en train de diminuer en quelque sorte, c'est-à-dire tous ces discours politiques qui sont produits et qui accompagnent ce passage du conflit, processus de paix puis post-conflit, est-ce que grâce à ta méthode on est capable de voir que ça se traduit par des discours qui sont de moins en moins radicaux, de plus en plus consensuels, qui font des efforts pour ne pas heurter les adversaires d'hier et pour aller vers la réconciliation? Est-ce que ta méthode nous permet de voir ça? Et lié à ça, est-ce que je suppose que ça pourrait être vraiment intéressant d'utiliser cette méthode pour regarder tous les textes qui vont être produits, par exemple dans le cadre de la commission de la vérité. Est-ce que grâce à ta méthode, finalement, tu pourrais arriver à nous dire qu'il y a des mots, les mots pour le dire, les mots pour dire la réconciliation, les mots pour apaiser les douleurs aussi, et pour recréer du lien social dans la société colombienne après tant d'années de conflits? De même pour les questions de justice, d'ailleurs, est-ce que finalement on est capable de dire que la justice réparatrice, par exemple, ça passe par un vocabulaire qui serait stratégiquement modéré, de façon à éviter la polarisation qui a caractérisé longtemps ce pays et toute la violence qui allait avec? Est-ce qu'il y a des mots pour construire la paix, en fait? Le poder de la palabra, on voit bien le pouvoir, on a toujours un peu, enfin, pour les gens qui ne connaissent pas, comme moi, quand on évoque ces questions du poder de la palabra, on imagine toujours justement que le mot, le verbe, le discours, il est au service de projets politiques justement qui sont plus radicaux, qui cherchent à se différencier, qui cherchent à produire du clivage politique. Et c'est peut-être plus facile dans la politique d'ailleurs de faire ça que l'inverse, c'est-à-dire de réconcilier. D'ailleurs, c'est facile d'agresser. Enfin, c'est comme ça, l'image qu'on a du pouvoir des mots dans la politique, c'est toujours c'est polarisant. On cherche un adversaire, on le disqualifie, on relève, on ment, on a des fake news comme tu l'as indiqué. Et on a un petit peu l'impression que ça doit être finalement beaucoup plus difficile d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire comment on apaise des tensions, comment on réconcilie, quel vocabulaire, quel mot il faut trouver pour reconstruire. Enfin, on voit bien avec ces questions d'ailleurs que ta méthode et ta recherche, c'est vraiment, je crois, une vision très originale du post-conflit, et on est au centre de questionnements importants. Parce qu'à travers le langage, effectivement, eh bien, il y a des significations qui sont profondes et on peut recréer du lien social. Le post-conflit, ce n'est pas seulement une question de démobilisation, de décration, d'anciens guérilleros qui déposent les armes. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement des instruments, ce n'est pas simplement des techniques. Je crois qu'il faut que les Colombiens se représentent leur société comme une société réconciliée, apaisée, homogène, et ça passe évidemment par la façon de s'exprimer. Ça passe par l'abandon d'un vocabulaire qui serait trop violent, qui serait trop polarisant. Est-ce que tu vois ça dans tes travaux? Bon, il y a plein de questions, et je propose que tu ne répondes pas tout de suite, parce que monsieur l'ambassadeur lève la main, et je suis sûr qu'il y a plein de réactions. Donc je propose qu'on prenne une série de réactions et de commentaires, et après tu feras le choix comme ça de répondre à ce que tu veux, et puis comme ça on va dialoguer ensemble. Monsieur l'ambassadeur. J'ai une question parce que c'est dans le même sens que vous avez eu. Je ne connais pas la méthodologie vraiment. Je voudrais savoir, je suis en train de penser, il peut y avoir des mots entre les deux parties qu'on analyse, ce sont des mots utilisés, et même de la même intensité, guerre, paix, justice, société. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir si le contenu de cette part de la même mot, dans quel sens, la méthode, comment est-ce qu'il fait pour analyser et dire bon ça, parce qu'il y a des choses qui sont plus blanc ou noir, bon, guerre ou paix peut-être, mais si on parle de l'amour, ça va être plus difficile de savoir quelle est la méthodologie pour savoir le sens de chacun des thèmes. Dans les deux parties. Je ne sais pas si je suis clair. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions immédiates? Bon, vas-y. Tout d'abord, une question, c'est concernant, tu parles de Santos et Pâques. Est-ce que tu t'intéressais un peu au discours des forces armées? Parce qu'il y a eu un changement aussi dans le discours des forces armées après les Santos. Et une autre, c'est par rapport au contexte, parce que je me souviens que dans un entretien autour de 1998, Simón Trinidad déjà disait non, les FARC optent pour un capitalisme social.
là, il y a un changement de discours de part en part. Et aussi, je me rappelle de Santos, précisément, dans sa conférence ici sur l'économie avec Christine Lagarde et plein de gens, les invités, il venait d'être élu président. Et lui, par rapport à Uribe, il va à nouveau utiliser le terme conflit armé en Colombie. Parce qu'Uribe l'avait dit, c'est-à-dire, Oui. d'une certaine manière, dira, il n'y a pas de conflit armé en Colombie. Mhm. Le discours d'Uribe. Et avec Santos, ces sujets deviennent un peu à la mode, encore une fois. C'est-à-dire, au moins, il reconnaît, ou il nomme les conflits armés en Colombie. D'une certaine manière, c'est reconnaître la violence des femmes. Mais bon, je ne sais pas. Oui, exactement. Vas-y, réponds. On va faire une première pause, tu peux répondre. Donc je vais répondre on va répondre d'abord à l'ambassadeur. Non. Alors, oui, bien sûr, la méthode a divers instruments qui nous permettent de voir, disons, la fréquence d'un mot et après de rentrer dans le texte et voir de quelle manière est présente dans le texte. C'est-à-dire, j'ai mon graphique et il y a un instrument qui me permet de rentrer dans le texte et de voir comment ce mot est utilisé pour, disons, d'une manière très actuelle. Par exemple, nous avons vu dans la campagne présidentielle les discours et l'appellation, disons, au peuple de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Il y a bien sûr un peuple très différent. Les deux, ils font appel au peuple, mais c'est un peuple différent. Là, avec, disons, notre analyse, nous allons non seulement voir paix, guerre, etc., mais rentrer dans le texte, lire qualitativement, voir, par exemple, ce mot paix, il est utilisé avec quel autre mot. Il y a aussi des nuages qui nous permettent de construire, par exemple, des champs lexicaux, c'est-à-dire une idée autour de ce mot qui se présente avec d'autres mots et qui ont un sens qui nous permet donc de conclure, ou plus que de conclure, de voir comment ce mot est présent. Non ? Donc il y a évidemment, bien sûr, il y a eu, et ça c'est très important, il y a eu bien sûr, disons, des critiques vis-à-vis de la méthode, et on doit être évidemment très, disons, l'analyse ne peut pas être, c'est un travail énorme parce qu'il y a deux manières, disons, d'appréhender cette méthode. Soit on lit tout, on lit absolument tous les textes et on sait de quoi on... Soit on prend des corpus énormes et on ne lit pas et on commence à découvrir le sens des mots à partir, disons, des conclusions textuelles, de la statistique textuelle et comme ça de pouvoir comprendre comment se présente ce mot dans tel contexte. Moi, j'utilise plutôt la première, c'est-à-dire je prends un temps très prudent pour lire et pour avoir une idée des textes, et après je le soumets, disons, à l'analyse, disons, de statistiques. Mais bien sûr, donc on peut c'est un instrument qui s'appelle les concordances. Donc les concordances, c'est de prendre le mot, projeter dans une partie, disons, du logiciel, et donc on voit le mot P avec toutes les phrases de tous mes locuteurs, et on peut aller au texte, revenir au texte pour pouvoir vraiment comprendre comment est ce mot peuple de l'un très différent de l'autre. Non, et bon, pour répondre, malheureusement pas, je n'ai pas fait, et ce serait très intéressant de faire une troisième étude sur le discours des forces armées. En réalité, ce serait très intéressant. Peut-être que dans ce livre, étant donné que Santos était le ministre de la Défense, il y a des éléments qui nous montrent comment les forces armées, sous son mandat, ont certainement évolué. Et on voit par exemple qu'il y a un travail énorme de modernisation des forces armées, surtout dans un thème très sensible, les droits de l'homme.
mais aussi vis-à-vis de internement, non, vis-à-vis non seulement des droits de l'homme, mais de la modernisation des forces armées. Mais non, je n'ai pas travaillé ce discours. Après, pour tes questions, je pense... alors, je voudrais commencer par la deuxième partie. Certes, la Colombie a signé un accord de paix en el Teatro Colón. Et disons que ça après le plébiscite pour la paz, qui a été gagné, disons, pour el non, avec quelques 50 000 voix, donc très peu. Donc c'était vraiment presque un empaté. Un match nul. Oui, donc... moi-même, j'ai fait une étude sur les discours de El Plebiscito por la Paz. Et j'aurais aimé retrouver ce que tu nous dis. Donc, plus nous sommes proches de cette paix désirée des Colombiens, on pourrait penser que le discours s'apaise, se tranquillise. Au contraire, le discours, et ça on le voit clairement avec les graphiques, le discours du non est un discours d'une Colombie de 2002, lorsque Álvaro Uribe est arrivé au pouvoir. Les champs lexicaux, ce sont les champs lexicaux de la guerre. Guerre, FARC, impunité, délit. Et c'est, malheureusement, c'est un discours de la peur. Et malheureusement, c'est un discours, dans mon premier livre, j'avais décrit Álvaro Uribe en tant qu'un homme de droite, et pas nécessairement d'une droite dure. Et là, on trouve un discours très proche de l'extrême droite, très proche du discours de Marine Le Pen. On trouve la peur comme élément central. On trouve le bouc émissaire, peut-être aujourd'hui pas Marine Le Pen, parle du communisme comme le bouc émissaire, comme l'a fait son père pendant les années 72, mais on trouve cette idée que le communisme va venir, il va nous exproprier absolument tout. On trouve le thème de la trahison de Álvaro Uribe. Donc, au contraire, avec la paix, le discours de la droite, de l'opposition, s'est intensifié d'une manière extrême, virulente, absolument. Pardon, mais juste avec quand même une petite différence, c'est que le discours de Uribe au moment du plébiscite, c'est pas un discours qui appelle à la guerre, c'est un discours qui appelle à voter contre un accord de paix qui est jugé trop favorable à la guérilla. Et c'est un discours qui effectivement dénonce une possible dérive vers, je ne sais pas quoi, le chavo-communisme ou je ne sais pas quoi, enfin bref, que la Colombie risque de devenir le Venezuela. Mais ce n'est pas tout à fait pareil qu'un discours qui, comme en 2002, appelle à éliminer les FARC. C'est-à-dire, là, je ne pense pas qu'on est dans le même registre. Mais c'est là que la méthode est vraiment intéressante, parce que si tu trouves que c'est exactement le même discours que 2002, grâce à ta méthode, bah c'est significatif. Parce que je pense que, moi, ce que j'ai compris en écoutant la campagne, c'était que l'insistance était, on ne veut pas cet accord de paix, mais on veut la paix. Mais on ne veut pas cette paix-là. Alors qu'en 2002, ils disaient, je veux la guerre. Là, il n'y avait aucune ambiguïté, c'est-à-dire, on va éliminer les FARC, point, on va gagner. Là, c'est quand même un peu différent, me semble-t-il. Mais si c'est exactement les mêmes champs lexicaux, etc., bah, ça veut dire que c'est toi qui as raison et moi j'ai tort. Parce que alors, c'est là que la méthode est vraiment intéressante. Ce discours nous amène à dire cet accord nous amène à la guerre. Cet accord de paix va intensifier. Pourquoi ? Parce que l'idée de l'uribisme, c'est que Santos a donné le pays aux FARC, a rendu... Pastrana, l'ancien président Pastrana a dit que le mot en espagnol bon, il a dit que Santos avait rendu le pays non, más fuerte, un golpe d'État. Il parle de golpe d'État. Et c'est un discours dans la tête des Colombiens qu'un accord de paix nous entraîne à un modèle
qui, au contraire, ne va pas, disons, avoir une réconciliation, mais plutôt c'est un discours, c'est-à-dire qu'il prend les FARC et il les met devant les Colombiens en disant ces personnes qui ont fait des massacres, qui ont fait de l'impunité, c'est ça le discours, c'est ça le processus de paix de Santos. Okay. Donc, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que lorsque Uribe était au pouvoir, il disait « Moi, j'ai un cœur très grand et moi, je pourrais changer mes convictions pour pouvoir faire une négociation de paix. » Donc, lui, quand il était au pouvoir, il était, disons, ouvert à négocier. Tu vois, donc, je trouve, et c'est vrai, une critique au gouvernement, pour ne pas croire ici que moi je fais de la publicité à Santos, pas du tout. Le programme, disons, ou le document de paz, non, de l'acuerdo de paz, a été très mal expliqué parce que c'est un accord très complexe, absolument complexe. Donc, c'était un accord qui a été très, très mal expliqué et que c'était plus facile les messages de fake news. Quels ont été les messages? J'ai écrit un article pour Nueva Sociedad, je l'ai rendu il y a 15 jours. Quels étaient les arguments? Alors, de dire que les retraités allaient payer avec de sa poche, ils allaient financer un peu la paix. De dire que l'accord avait l'idéologie de genre. Il n'y avait pas du tout le thème idéologie de genre dans l'accord. Et d'autres exemples comme ça qui n'avaient absolument rien en relation avec les thématiques. Et d'un côté, de l'autre côté, le gouvernement a une argumentation très rationnelle en expliquant pourquoi une loi comme celle-là doit être importante pour la réconciliation. Certes, c'est très dur de voir ou de savoir que ces gens qui ont fait des massacres, qui ont commis des barbaries extrêmes, puissent être jugés avec 8 ans et peut-être qu'ils n'y aillent pas à la prison. Mais moi, je le présentais dans la présentation. Ne pas aller en prison, c'est un choix d'une loi qui, elle se veut pragmatique. Pourquoi? Parce qu'il y a le concept de la réparation. Rien ne dit en justice, moi je ne suis pas juriste, bon, j'ai lu, mais rien ne dit que les personnes allant à une prison vont vraiment dire la vérité des actes qu'ils ont commis, ou peut-être de réparer les victimes. Et ça, cela a été le thème le plus important de l'accord, le thème des victimes, de mettre les victimes au centre de l'accord. Donc, si Monsieur l'ambassadeur, vous oui. voulez intervenir? Non, seulement pour faire une petite présentation à ce que vous commentez. Il ne faut pas oublier que dans une interview qu'a fait le gérant, chef de campagne de oui. la WE, il a fait une confession qui lui a coûté son poste. Exactement. Et en plus, sa sortie du parti, en disant oui, nous avons choisi des méthodologies différenciées pour les regards, pour les gens, pour le peuple. On a choisi différents messages. Il était en train de dire ça pour dire, par exemple, on parlait de la philosophie des gens à quelques-uns. On faisait, la parole, je la connais en espagnol, il a dit comme ça, en berraca, je ne sais pas comment c'est. C'est très colombien. Emmerdé. Les gens, parce qu'on voulait les avoir comme ça, pour voter. On a fait ça avec une méthodologie brésilienne. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Alors, avec un spécialiste brésilien. Alors, ce que je veux dire, c'est que les fake news, c'est tout le temps la politique. C'est un nouveau mot de dire quelque chose qui passe partout et dans toute la politique et tout le temps. Ça passe tout le temps. Mais il serait bien d'analyser, parce que c'est vrai qu'en économie, ça a coûté très cher, la vérité, la fake news, très cher, disons,
je voulais en plus dire, quand je dis que c'est le registre de la peur, c'est parce qu'il y a des problèmes énormes. Ce gouvernement a des problèmes énormes, malgré, disons, ses efforts dans les différents axes politiques, économiques. Mais le discours de l'opposition est de dire que ce gouvernement va très vite rejoindre le socialisme du XXIe siècle. Mais c'est n'importe quoi. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. Et ce qui est plus grave, c'est que les gens le croient. C'est comme ça, parce que les gens ne lisent pas les discours. Je crois que je suis la seule à lire les discours du président, à le connaître moi-même, la seule. Donc, il n'y a pas... et donc, c'est ce qu'on voit sur le Twitter. Mais je ne dis pas, par exemple, Uribe, qui est à l'extrême droite. Je pense, par exemple, au Parti conservateur, à une candidate qui est, disons, le scénario, c'est le scénario chaotique. Si quelqu'un de l'entourage de Santos arrive au pouvoir en 2018, ça va être la catastrophe. Donc, ce registre de la peur nous montre à quel point on peut parler d'une droite très dure, d'une droite qui ne voit aucun... Oui, c'est vrai, Uribe dit, oui, nous voulons la paix. Oui, bien sûr, tout le monde veut la paix. Mais il ne croit pas à ce processus avec les FARC. Juste oui. une chose, je suis complètement d'accord. Mais moi, j'avais quand même été surpris par le discours de Santos, qui lui aussi faisait appel au registre de la peur, parce que lui aussi disait, oui, si vous ne votez pas pour cet accord, vous aurez la guerre. Nous retournerons à la guerre. Donc lui aussi, il a évoqué la guerre dans ses discours, et il a utilisé ce registre de la peur. Moi, ce qui m'a finalement le plus surpris, c'est évidemment ce que tu dis, mais c'est aussi, et surtout, je dirais même plus encore, le fait que ce registre de la peur dans la bouche de Santos n'a pas du tout mobilisé. Et c'est pas seulement qu'il a perdu. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est le taux de participation. C'est-à-dire personne n'est allé voter. Donc quand il y a un taux d'abstention de 60% dans un pays, c'est la porte ouverte aux minorités actives. Si on sait une chose en sciences politiques, c'est ça. C'est-à-dire plus il y a de l'abstention, plus les secteurs qui sont extrêmement mobilisés et qui ont des préférences très fortes, ils vont gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Personne n'est allé voter. Donc c'est ça il a cherché à faire peur, le spectre du retour à la guerre. Ça n'a inquiété personne. Les gens ne sont pas allés voter. Ou alors ils pensaient que le oui allait gagner de toute façon. Je ne sais pas quelle est l'explication. Il y a sans doute plusieurs hypothèses à confronter, mais en tout cas, c'est quand même très surprenant que pour un référendum aussi important dans l'histoire du pays, il y ait aussi peu de gens qui aillent voter. Alors, je sais bien que c'est une habitude en Colombie, les gens ne votent pas beaucoup, depuis oui, toujours. Enfin, bon, c'est ça, les taux d'abstention. Mais Colombie, ça... Ouais. Oui. Que pendant que les noms avec une tête visible, ou même plusieurs, Uribe, Ordóñez et d'autres personnalités, les oui n'avaient pas de tête visible. Santos, au-delà de ce qu'il a dit au début, après il s'est éloigné, ou il a laissé plutôt ses gouvernements, ses ministres, les autres gens se mobiliser pour le oui. Sur ce que tu viens de dire, alors d'abord, tu as raison, oui, c'est vrai, le gouvernement, non seulement le président, mais aussi Humberto de la Calle, a évoqué cet élément du retour à la guerre. Ça, c'est vrai. Donc, les deux parties, de part et d'autre, il y a eu cet élément. On n'a pas parlé d'un élément très important, c'est la difficulté de la communication de notre président. Oui. Le président a un éloignement extrême avec la population. Et tu te demandes, et peut-être que je vais raconter une pas secret, mais je suis, disons, en contact avec la personne qui écrit, du point de vue professionnel, avec les discours du président. Et donc, le jour même donc, du plébiscite, pour répondre, oui, le gouvernement était très sûr de gagner le plébiscite. Il le croyait. Il était si sûr que, donc, on voit que le non commence à gagner, et finalement, il gagne. Donc, j'envoie un message en lui disant, est-ce que vous avez un discours du président? Qu'est-ce que vous allez faire? Il n'avait pas de discours.
il n'y avait pas de discours. Donc ils l'ont fait vite, et le président finalement est sorti. Donc le gouvernement croyait que que vendre la paix était plus facile que vendre la guerre, disons. Et donc ça c'est une réalité. Et bon, le thème de l'abstention, c'est un problème majeur, bien sûr. Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes intéressé à la diffusion et à la réception des discours portés par les acteurs que vous étudiez? Parce que, comme on vient de le voir, Santos n'a pas été écouté, n'a pas été entendu par toute une partie de la population, alors que des termes assez complexes comme le casco-chavisme ou la comparaison avec le Venezuela, ça s'est diffusé dans des quartiers où les personnes n'ont pas vraiment accès à l'information politique ou à l'éducation. Comment ça se fait que, que les canaux de l'écrivain soient plus fluides que ceux du gouvernement? Et une autre question que j'ai aussi, c'est dans quelle mesure il est pertinent d'appréhender le processus de paix à travers les discours de Santos, qui lui-même s'appuie sur une poignée d'experts, sur des institutions nouvelles et spécialisées. Est-ce que c'est vraiment une porte d'entrée suffisante pour appréhender le processus? Merci. Donc, pour la première, question, nous avons donc 2 hommes. Pour Uribe, nous avons un homme qui est extrêmement charismatique, un homme du peuple, un homme qui a vraiment été considéré comme le messie parce qu'il a fait face à la guérilla. Et donc, et Juan Manuel Santos n'a pas, disons, ese vínculo, ¿no?, avec la population. Donc là, c'est un premier élément qui est très important, très très important. En deuxièmement, Álvaro Uribe communique très bien, il utilise les réseaux sociaux à merveille. Il est un homme où, si tu suis son compte, par exemple, si tu fais des études sur la Colombie, si tu suis son compte, c'est très important. C'est même plus important que lire un livre. Parce que tu as le détail de l'argumentation, le détail des éléments, tu vois. En plus, il envoie non pas seulement des phrases, mais aussi des vidéos. Donc, et c'est vrai que le discours présidentiel, à part moi peut-être qui fait ces études, mais c'est vrai que c'est de la langue de bois, non? Donc c'est plus facile d'entendre l'opposition et de voir qu'il y ait un peu plus de piment, non? Que d'entendre un discours présidentiel, je veux dire par là, un peu en me moquant un peu, mais nous avons d'abord 2 hommes qui sont très différents, un qui vraiment est hyper charismatique, l'autre du tout, et avec un travail énorme avec les réseaux sociaux. Donc vraiment, si tu travailles la Colombie, c'est un élément très important de suivre Uribe sur Twitter. Et non, mais c'est vrai. Et en deuxièmement, Santos, dans ses discours, vraiment d'une manière très claire, il présente un peu comme le b.a.-ba du processus de paix. Oui, il explique clairement. Ce sont des discours très bien faits. Ce sont des discours qui enrichissent énormément. Étant donné que ce livre a été une partie Uribe, une partie Santos, avec Uribe, lorsqu'on lit Uribe, on a un tableau de la Colombie. On a les montagnes, on a les rivières, on a la température, c'est un tableau sur le paysage rural. C'est vrai, c'est très important. Il a une expression verbale très attachante et on se sent... Alors, avec Santos, ce sont des discours très froids, c'est-à-dire très techniques, exactement, mais bon, avec beaucoup de contenu. Donc, vraiment, encore une fois, si tu travailles le processus de paix ou si tu travailles la Colombie, c'est une porte d'entrée d'étudier ces discours pour y voir l'évolution vraiment de ce qui se passe. Parce qu'il le présente, il le dit, il explique. Il explique le processus. Il montre comment il a
utilisé, c'est pas le mot, il a construit une équipe des meilleurs juristes pour pouvoir blinder le processus de paix, pour pouvoir blinder cet accord. Non? Et comment parce que, oui, pourquoi? Parce qu'il y a le grand défi en 2018 de un gouvernement, peut-être clairement un gouvernement de droite, qui va essayer, ils l'ont dit il y a quelques jours, de faire en espagnol trizas cet accord-là. Non? Donc, oui, c'est ça. Et est-ce qu'après votre travail, vous pensez que les discours et surtout les paroles de la FAC, c'est positif pour le futur et les années oui, les années Postérieures. Oui, parce que, bon, on parle des années 2000, mais maintenant, c'est un peu pour FAC aussi, c'est très important de voir son rôle maintenant. Ça me fait penser que tu n'as pas Oui. répondu à ma question sur comment tu Oui, as trouvé que c'était exactement. dogmatique et pragmatique. Donc, d'abord, oui, pour répondre rapidement, le chapitre là nous permet, disons, avec les différents éléments, comment en réalité cette guérilla cherche surtout à trouver une place dans le scénario politique. Vraiment, le port d'arrivée, ce n'est plus la guerre, mais plutôt vraiment sa participation en politique. Et certes, donc mon travail a été publié en 2016. Donc on fait jusqu'en 2015. J'étudie le discours en 2015. Et là, pas nécessairement avec la lexicométrie, mais plutôt avec ce qu'ils ont dit après, avec un discours en particulier très important, celui du colonne. En 2016, Timochenko a dit « Nous voulons un gouvernement de transition pour pouvoir continuer avec ce processus de paix. » Et là, tout le monde a été un peu préoccupé de transition. Ça veut dire quoi? Que Santos doit partir? En réalité, ce qu'ils veulent, c'est de créer ou de constituer un grand front pour la paix. Et peut-être non pas un parti politique des FARC dans l'immédiat, parce qu'ils ne vont pas avoir une votation importante, ça c'est sûr. Et Olivier, tu sais que dans d'autres pays, l'arrivée des anciennes guérilleros qui se sont démobilisées tarde 10 ans, 20 ans exactement. Donc ce qu'ils veulent, c'est plutôt qu'un grand front pour la paix puisse s'installer au pouvoir en 2018. On ne sait pas exactement avec quelle figure, quelle personne, mais qui, d'une certaine manière, puisse continuer le processus de paix. Et donc, dans ce sens-là, je pense que oui, il y a. Donc, le discours va dans ce sens. Pour ta question, disons, du champ lexical, d'abord, donc, la méthode a deux éléments. Donc, du point de vue qualitatif, pourquoi dogmatique? Donc, la plupart des textes dogmatiques se trouvent au sein des membres du Parti communiste clandestin, avec, certes, s'il n'y a pas, disons, le mot expropriation ou appropriation collective des moyens de production, il y en a d'autres mots qui sont du marxisme-léninisme, lutte des classes, plein de mots. Il y a un dictionnaire sur les mots du marxisme-léninisme que tu trouves au sein des discours. Et donc, on peut les regarder à partir d'un champ lexical, non? Et les étudier un à un, qui nous permet, disons, de trouver, dans un moment donné, un discours plus dogmatique ou moins dogmatique. En particulier, ici, dans notre analyse, nous voyons qu'à La Havane, étant donné que les commandants sont en train de faire la négociation avec le gouvernement, il y a un discours relié, disons, à l'agenda. Donc, quels sont les mots qu'ils utilisent? La réforme agraire. Et quand je parle de réforme agraire, ce n'est pas des expropriations, mais c'est même pas la modernisation, mais c'est la
refondation des champs en Colombie, tu vois, la réorganisation des champs, qu'il y ait de la terre pour que tout le monde puisse travailler. Non. Donc là, on voit la différence. Et c'est pourquoi je le nomme pragmatique, c'est parce que les commandants qui sont plus dogmatiques, en réalité, leurs communiqués sont attachés à un agenda dans lequel ils sont dans le cadre d'une économie libérale. Ce n'est pas le socialisme. Ouais. Donc c'est un peu ça. Oui. Ouais, je comprends. Moi, c'est une évolution qui a été étudiée à propos d'autres partis de gauche qui sont passés de la radicalité. Par exemple, le Parti travailleur au Brésil, qui a aussi abandonné tout un vocabulaire qu'il est marqué trop à gauche pour devenir plus consensuel et gagner des élections, finalement. Hein, mais aussi, je sais pas, Front Farabundo Martí de Libération Nationale au Salvador, pareil, qui a dépouillé son vocabulaire de tout un tas de références dogmatiques et qui s'est de ce fait rapproché du pouvoir. Donc en fait, c'est ce que tu constates chez les FARC, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux, pour elles, et pour le pays. C'est-à-dire ils sont en train d'évoluer vers... Exactement. Et d'ailleurs, on trouve, par exemple, j'ai fait une étude sur Podemos, et on trouve des lectures, ils ont des lectures, par exemple Chantal Mouffe, et qu'ils sont très proches des lectures de Podemos, des postulats qui sont proches de ce type. Donc oui, cette évolution, on la trouve clairement dans le travail. D'accord. Intéressant. D'autres commentaires, questions? Anaïs? Le langage? Oui. Donc, est-ce qu'il y a une différence de la langage apporté par Santos par rapport aux autres présidents, ou c'est plutôt une continuité? Et la deuxième question est, est-ce qu'il y a une relation entre les valeurs de la société colombienne à un moment donné de ces discours-là? Sous la guerre, c'est pas exactement la guerre, c'est la annihilation des FARC, c'est l'appel à l'unification nationale. Oui, c'est très bien. Alors, guerrier, dans la mesure où, d'abord, étant donné qu'il est le chef des armées, donc il a un vocabulaire propre qui vise soit à la modernisation des troupes, soit disons le thème de moralisation avec les troupes, non, la victoire et bien sûr l'annihilation de l'autre. Non, on va gagner le conflit non pas par la raison, mais plutôt on va gagner le conflit par la force. Donc c'est tout ce champ lexical qui se trouve au centre de son discours. Vis-à-vis Uribe, c'est le même discours parce que ce sont les postulats de la seguridad democrática. Non? Donc les postulats de la seguridad democrática, c'est de annihilation de l'ennemi, absolument. Et vis-à-vis d'autres présidents, je n'ai pas fait des analyses. J'ai commencé les analyses avec Álvaro Uribe, donc je ne pourrais pas te dire avant d'autres présidents. Mais c'est essentiellement ça. Aussi, par exemple, au moment où Santos est le ministre de la guerre, il considère que trouver la paix va être seulement possible s'il y a une justice extrême, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'impunité. Et une fois, disons, les négociations entamées, il sait qu'il doit avoir une balance entre la justice et la paix. Et qu'on ne peut pas, disons, mettre le thème de la justice comme le thème principal. Parce qu'il est en train de parler, il a reconnu la belligérance d'un groupe. D'ailleurs, il le dit dans pas mal de discours, ce que les FARC pensent de la politique en Colombie, ce n'était pas très différent de ce que moi-même je veux de la Colombie. Quoi? Une réforme agraire, une modernisation des champs,
une participation politique plus ouverte, un élément plus pluraliste. Bref. Et... Juste une remarque supplémentaire. Moi, il se trouve que je vais commencer par une petite anecdote parce qu'il se trouve que j'ai assisté, c'était au mois de mars dernier, j'étais à Bogota au Centro de Memoria quand le président Santos a signé le décret qui crée la commission de la vérité. Et c'était très impressionnant parce qu'il était entouré de représentants des victimes qui ont tous parlé et qui ont fait pleurer la salle à chaque fois. C'était extrêmement émouvant, un discours très fort des représentants des victimes. Et quand lui, il a parlé, les gens parlaient entre eux, ils ne l'écoutaient pas. Ce qui était absolument incroyable parce que c'était un événement quand même qui était très important pour le pays. Et là, on s'est bien rendu compte que le pauvre Santos qui a parlé après les représentants des victimes, le contraste était tellement impressionnant parce qu'il ne sait pas parler, effectivement. Exactement. Il ne sait pas du tout parler. Mais paradoxalement, et je voudrais t'entendre sur ce un petit paradoxe, dans un pays comme la Colombie, ou voire un continent comme l'Amérique latine, qui a eu tellement d'hommes politiques extrêmement charismatiques, avec des discours enflammés, est-ce que ne pas savoir parler, d'être complètement dépourvu de charisme, c'est pas un atout, au sens où finalement, quand on va faire le bilan de Santos, c'est quand même le président des accords de paix. Alors, est-ce que finalement, ce qui paraît comme un désavantage, c'est-à-dire il n'a pas ce poder de la palabra, c'est obvio, est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui est tout à fait positif parce que ça l'oblige à chercher tout le temps du consensus, ça l'oblige à chercher des arguments le plus précis possible parce qu'il ne va pas convaincre grâce à son charisme. Il va falloir qu'il s'y prenne autrement et donc il a toujours des discours qui sont très technocratiques, très précis, très bien informés, qui ennuient tout le monde dort. Mais au final, les décisions qui sont prises et les orientations de politique, elles sont peut-être plus consensuelles que quand ça vient d'un Uribe ou d'un Chavez. Alors là, il peut dire n'importe quoi, tout le monde est d'accord parce qu'on est sous le charme. D'accord ? Donc, qu'est-ce que tu penses de... Oui, évidemment, le bilan, et c'est ce qu'il attend. Bon, je suis sûre qu'il veut essayer à tout prix, cette dernière année, de trouver, disons, de pouvoir montrer à la population colombienne comment, même s'il y a des difficultés énormes, son programme a dans le cœur le thème de la modernité, de la Colombie. Mais il le sait, il le répète plusieurs fois dans son discours, il a répété plusieurs fois dans le discours que son héritage va être connu plutôt après et non pas pendant, disons, son gouvernement. Et que l'histoire va parler après de ce qu'il a fait. Donc, et c'est vrai aujourd'hui, de nos jours, comment le discours politique ou les hommes politiques de nos jours s'intéressent plus à, disons, flirter avec la population, à faire des discours un peu que l'auditoire veut, et non pas à éduquer l'auditoire. D'une certaine manière, je trouve que les discours de Santos éduquent dans le bon sens, parce que c'est très, disons, attaché à la raison, aux arguments. Tandis que le discours de Uribe, ils sont plus via, disons, les émotions. Non ? Et donc ça, c'est... Et donc pour répondre aussi à ta question des réseaux sociaux, aujourd'hui, la grande lutte, c'est de voir comment on peut éviter les réseaux sociaux pour construire réellement, et non pas d'avoir les fake news qui sortent tous les jours et vraiment n'aboutissent pas à une éducation des électeurs. Parce que les fake news, c'est plus facile, parce que les gens, avec les nouvelles technologies et tout, ont beaucoup moins d'attention. Et donc, le charisme est plus important là que le verbe, disons, que les arguments, pas le verbe, les arguments. Justement, pendant les dernières années, il n'y a pas eu un renforcement de la pratique des réseaux sociaux par des institutions comme la CR, la DPC, qui vraiment éduquent justement à travers la recherche publique, à travers la position de la j'ai l'impression qu'il y a vraiment cet aspect, au lieu d'éviter plutôt les réseaux sociaux,
Oui. Non, non, moi je pense que ça peut être une arme très importante. Non, non, en plus pour un chercheur, Twitter est très important parce que tu sais à chaque instant où est le débat, tu sais où est le personnage, qu'est-ce qu'il dit, où est-elle. Donc, non, les réseaux sociaux sont très importants. Donc, quand je dis qu'il faut, mais il faut faire très attention, c'est-à-dire pour un chercheur, aujourd'hui, c'est un instrument précieux parce que le chercheur ne doit pas se rendre dans telle ville ou dans tel lieu pour pouvoir accomplir, disons, la recherche, trouver le texte, etc. Donc, les réseaux sociaux sont des outils précieux pour le travail. Mais il faut faire attention et bien, disons, pour quelqu'un qui fait la recherche, c'est très important. Mais il y a une manipulation. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une énorme manipulation. Et là, c'est là où... Et Facebook et Twitter sont en train de... Et d'ailleurs, les médias, et ça c'est aussi un thème important en Colombie en particulier, parce que les médias, disons, donne beaucoup de place ou d'importance à Uribe. Et ça aussi, et il n'y a pas une contre-argumentation. Il fait un entretien, mais les journalistes ne contre-argumentent pas ce qu'il dit. Même si c'est faux, il n'y a pas vraiment des journalistes qui lui font, disons, des questions vis-à-vis des choses qui ne sont pas réelles. Donc aussi les médias, ou par exemple ici Le Monde, pendant la campagne présidentielle, même avant je crois, avait mis une section qui s'appelle les décodeurs pour présenter les fake news, les faux arguments dans la campagne. Et donc là je pense que tous les médias sont avertis que c'est un élément important d'avoir. Oui. Il y a une partie dans le livre qui présente en réalité ce nouvel, disons, ce changement de l'uribisme au santisme. Mais plus particulièrement politique internationale, oui, il y a une approche, non, qui différencie totalement ce que c'était le gouvernement, par exemple, d'Uribe, comment avec un gouvernement qui était, disons, contre cette nouvelle gauche et donc des imminences de guerre, disons, avec le Venezuela. Et donc avec Santos, il y a un changement. Donc ça, on le voit au cours de ses discours. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? J'ai l'impression qu'on a épuisé l'auditoire. Absolument. Non, vraiment, je remercie parce que c'est quand même, ça fait quand même pas mal d'1h30, je crois. Oui. Oui, donc c'est très bien. Bon, ben, il nous reste qu'à remercier Maria Fernanda pour la présentation et merci à vous tous pour le débat. Un grand merci à tout le monde. Merci.